Quelle couleur? Autoroute A52, entre Aix-en-Provence et Aubagne. 165. Elle arrive. Un automobiliste vient d'être flashé. En quelques secondes, les motards rejoignent cette voiture blanche qui roule à 165 au lieu des 130 km/h autorisés. Le chauffeur en excès de vitesse est escorté sur cette aire de repos. Les enquêteurs de l'escadron départemental de la sécurité routière prennent alors le relais. Monsieur, bonjour. Gendarmerie nationale, police de la route, vous coupez le moteur, s'il vous plaît, vous présentez un permis de conduire, une carte grise. Alors, vous venez d'être contrôlé, monsieur, à la vitesse de 167 km/h. 167 Oui, pour 130. Vous allez faire l'objet d'une verbalisation par procès-verbal électronique. Je suis désolé, messieurs, j'étais pressé. En deçà de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, c'est une amende de 90 € et 3 points de permis en moins. D'accord, merci. En fait, vous lui avez presque sauvé la vie. C'est effectivement le discours que l'on ressort parfois, où le fait d'avoir été contrôlé maintenant évite peut-être un malheur plus loin. Mais bon, ça, c'est la destinée quelque part, mais parfois, il est bon qu'on soit sur les chemins des destinées pour sauver les gens. Ici, ce sont plus de 100 000 automobilistes qui empruntent cette portion d'autoroute. Avec un tel trafic, les contrôles s'enchaînent. Chaque gendarme a une mission très précise. Un opérateur en tenue de camouflage est positionné en amont du dispositif. Il relève les excès de vitesse dépassant les 50 km/h. Grâce à son radar d'une portée de 900 mètres, il mesure plusieurs fois la vitesse du même véhicule pour ne laisser aucun doute. L'opérateur va signaler le type de véhicule, la marque, la couleur et le numéro d'immatriculation ou au moins une partie du numéro. Et tous les éléments caractéristiques du véhicule, que ce soit un autocollant, que ce soit une sérigraphiée, que ce soit par exemple des barres de toit, de façon à ne pas commettre d'erreur. Ces informations sont transmises directement aux motards. Situés quelques kilomètres plus loin, ils ont la mission d'escorter les contrevenants sur cette aire de repos où les enquêteurs verbalisent. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. Jusqu'à ce chauffeur qui vit une journée assez éprouvante. 170. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 170 km/h, monsieur. Je suis désolé, mais bref, j'ai des circonstances plus qu'atténuantes là pour le coup, si vous voulez bien les entendre, s'il vous plaît. Je vais les entendre, mais de toute façon, pour moi, ça ne changera rien parce que nous, on est là pour verbaliser l'excès de vitesse, 170. Vous faites partie de ceux qui ont roulé le plus vite aujourd'hui. Ouais, j'ai ma femme qui a perdu les os là, et qui est à l'hôpital, et je dois y retourner tout à l'heure, et je vous avoue que là, je suis un peu ailleurs. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, vous mettez en danger votre vie et celle des autres. Je sais, non, Donc, vous avez raison. est-ce qu'il y a urgence de vous tuer? Non, mais... Voilà. Faites attention de ne pas mélanger vos sentiments personnels et la route. Donc, monsieur, je vais procéder à la verbalisation pour cette vitesse. Le contrevenant écope de 90 € d'amende et de 3 points de permis en moins. Mais il tente de rester positif. Et je vais être papa quand même. C'est ce que j'allais vous dire. Le plus important dans l'histoire, c'est ça. Et ça, du coup, d'être pris un peu par les sentiments, c'est un peu un classique de... Ça, on a souvent ça. On a des gens alors souvent, c'est les téléphones, parce qu'ils ont un décès, parce qu'ils ont leurs enfants qui vont pas bien, etc., etc. Mais malheureusement, nous, ce genre d'infractions, ce sont les infractions les génératrices d'accidents. Les gendarmes pensent avoir fini leur journée lorsqu'à la radio, C'est quoi? l'opérateur annonce un excès de vitesse très important. Les motards prennent en chasse le véhicule en faute, pris à plus de 200 km/h. Ah, bien. Quand on dépasse de plus de 50 km/h la limite autorisée, la loi est sans appel. Vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire immédiat. Son permis de conduire sera retenu pendant 8 jours. Sur instruction du préfet de police, son amende sera déterminée par le tribunal. Quant à son véhicule, il est immédiatement immobilisé. L'année dernière, 160 permis de conduire ont été suspendus au cours de ces opérations à Aubagne. Des infractions au code de la route jusqu'aux actes criminels, la délinquance routière prend de multiples formes, mais pour les policiers et gendarmes qui la traquent, Là, tu t'arrêtes là. Là. elle n'est jamais banale.
Vous avez commencé avec les raisons express, c'est chiant. Oui. Non, alors, pas. Je peux le comprendre, mais ça n'est pas une excuse. Là, vous avez n'importe qui traverse, là, c'est bingo. Là, il n'y a plus question de permis. En Dordogne, nous avons suivi Cédric et Loïc, gendarmes à Bergerac. Dans leur collimateur, les excès de vitesse et les rodéos urbains. Il est conscient de ce qu'il a fait, mais même le jour où il les a commises, les infractions, il le savait. L'objectif, c'est qu'il comprenne à un point que ça lui donne envie de ne plus recommencer. Mais sur certains tronçons routiers, les gendarmes ont un autre combat, le trafic de drogue. C'est tout mis dans des poches prêts à vendre. Il y en a pour combien, là? Vous qui faites la vente? Moi, je sais pas, Vous le vendez combien? Ils multiplient les rondes et contrôlent sur la départementale 936, lieu de passage des trafiquants remontant de l'Espagne. Nous verrons également le travail des gendarmes espagnols pour débusquer les contrebandiers en amont au moment où ils s'apprêtent à passer la frontière. Marijuana. Pour transporter la drogue, les trafiquants utilisent quasi systématiquement des voitures volées et n'hésitent pas depuis quelques années à recourir à des méthodes très violentes pour s'en procurer, comme le carjacking. Et il me braque donc à main levée comme ceci, dirigé contre mon visage. Nous découvrirons le travail du groupe d'enquête criminelle de Grenoble qui tâche d'endiguer le phénomène. Vous la reconnaissez, la carabine, ou pas? Oui? D'accord, ok. Ça marche, merci. Des enquêtes à rebondissement qui aboutissent à l'arrestation de criminels très dangereux, rodéo urbain, trafic de stupes et conduites à risque. Policiers et gendarmes font front face aux délinquants de la route. Depuis quelques années, certains conducteurs mécontents de la présence des radars le long des routes franchissent le cap du vandalisme. Aujourd'hui, on est là pour exprimer notre mécontentement avec mon équipe. On va venir masquer un radar. On en a marre des taxes. Il est où le radar? Il est derrière? C'est parti. Des vidéos amateurs comme celle-ci fleurissent sur la toile. Depuis 2 ans, les radars sont la cible de commandos qui n'hésitent pas soit à les bâcher, soit à les détruire. L'opération est chronométrée. Le risque pour ces hommes, être identifiés. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Ce radar avait déjà été bâché quelques semaines plus tôt. Remis sommairement en service par les forces de l'ordre, la mission de ces hommes l'empêchait de flasher à nouveau. C'est bon? Bâchés, tagués ou incendiés, les attaques de radar ont un coût. Selon le ministère de l'Intérieur, le prix des réparations serait de 60 à 80 000 €. Nous avons retrouvé un de ceux qui a été condamné pour destruction de radar. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Jonathan Ferrandin travaille dans la restauration. Alors on va sur les lieux d'un des radars qui a brûlé. On a enlevé tout ce qui rentre dans les caisses de l'État. Début 2019, la sécurité routière dénombrait 6 439 actes de vandalisme dans toute la France et 448 radars totalement détruits. Donc voilà, on voit encore les traces de l'incendie qui a bien marqué. Il a été changé, mais a priori, il a déjà été retagué. Là, c'est marqué « Détérioration au dispositif de contrôle constitue une infraction d'une peine de 5 ans et de 75 000 € d'amende. » Après dénonciation, il a été condamné à 8 mois de prison ferme, dont 4 avec sursis. Son amende n'est pour l'instant pas connue, mais c'est certain, il devra, avec ses complices, dédommager l'État pour cette destruction. Le moyen incendiaire, c'est le moyen le plus dangereux, c'est ce qui est le plus puni, parce qu'on ne le contrôle pas. C'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à ça, c'était au mois de janvier, donc va encore. Mais tu le fais là maintenant, tu te rends pas compte que tu foutes le feu d'à côté, le champ d'à côté, les voitures. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte de la gravité des faits, que l'incendie, c'était pas le truc idéal. Mais il n'y a pas que pour incendie de biens publics qu'il est poursuivi. Quelques jours plus tard, c'est devant le tribunal correctionnel qu'il comparait pour tag. Tous ces événements l'ont tellement bouleversé que Jonathan Ferrandin souffre aujourd'hui d'une fracture de fatigue de l'épaule, d'où son attelle et sa minerve.
c'est le stress. Là, c'est plein stress. La peur, le stress. Je vois les enfants, donc c'est compliqué. Sa crainte, avec ce deuxième procès, être condamné à de la prison ferme. Un groupe d'amis est venu pour le soutenir. À quelques minutes de l'audience, Jonathan et sa femme font le point avec leur avocate. On discute du dossier? Oui. On va se mettre confortable sur le petit salon. On est sur des faits de dégradation légère, mais enfin des faits de dégradation quand même. Sur une multitude de dégradations, il n'y a que vous qui êtes poursuivi puisque vous avez renoncé à donner les noms des autres. Donc là aujourd'hui, moi ce que je vais demander c'est la confusion de peine avec les radars. Sur les radars, vous aviez 8 mois, dont 4 avec sursis. Oui. Et là, moi je vais demander à ce que les 8 mois 4 avec sursis couvrent aussi ces dégradations de radars. Rassuré de ne pas encourir de prison ferme car cette nouvelle accusation porte sur des faits antérieurs à sa première condamnation, les débats commencent. Après 1 heure, il ressort sourire aux lèvres. Il écope une amende pour tag sur radar de 1 500 €. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Une peine qui ne freine pas ceux qui, comme lui, luttent chaque jour contre ce qu'ils appellent l'injustice des radars. Ça va tout? Oui. Ça va le faire. Je trouve que oui, il y a pas. Les radars, c'est juste pour prendre de l'argent. C'est pas ça qui sauve des vies. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, même si on essaie de nous dire le contraire, dans l'immédiat, j'ai pas de chiffres. Voilà, aucun chiffre ne me démontre que le fait de ne plus avoir de radar engendre plus d'accidents et plus de mortalité. Cache machine de l'État ou réelle mesure de sécurité, les radars sont l'objet d'une polémique permanente. En cause, leur absence de discernement notamment. Faire la différence entre conduite excessive et dangereuse est devenue la nouvelle mission des gendarmes, comme à Bergerac, en Dordogne. Et sur leur secteur, ils ont de quoi faire. En 2019, alors que le nombre d'accidents était en légère baisse en France, la région Nouvelle-Aquitaine enregistrait, elle, une forte hausse de près de 15% par rapport à 2018. Pour endiguer ce phénomène, les contrôles de vitesse se multiplient. Aujourd'hui, ce sont Cédric, 44 ans, et Thomas, 21 ans, qui en ont la charge. On n'est pas des radars automatiques. On n'est pas là pour ramasser les personnes à 5-10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est rattraper les gros poissons. Les personnes qui seront vraiment dangereuses, ceux qui vont piler devant les radars et qui vont repartir comme des fous à l'issue, c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Patrouille Bergerac, mise en place d'un poste de contrôle vitesse de militaires. Ils ont choisi cette départementale à quelques kilomètres de Bergerac, et ce n'est pas pour rien. Là, on est sur la commune de Moulédier, une petite commune sur laquelle on a des grandes lignes droites. On est régulièrement appelé par les riverains parce que pour sortir de chez eux, vous avez des sorties comme celle-ci. Là. Ce sont des vrais coupe-gorge pour que les gens puissent sortir de chez eux. Là. Alors c'est limité à 50, mais vu que c'est une grande ligne droite et que de l'autre côté, il n'y a pas d'habitation, il y en a certains qui ont tendance à ne pas respecter tout simplement la limitation de vitesse et à appuyer plus ou moins dur. Avec ses lunettes radar, Thomas repère un premier conducteur qui aurait franchi une ligne blanche à la sortie du village. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Bonjour. Je vais vous demander de bien vouloir me présenter votre permis de conduire, la carte grise et l'assurance du véhicule. Vous allez être verbalisé pour le dépassement d'agglomération. Il s'agit d'un jeune homme, titulaire du permis depuis moins de 2 ans, et il a du mal à comprendre. C'est comme ça, on est sur une agglomération, la sortie d'agglo il est juste là. Cédric s'en mêle et le ton devient plus ferme. Pardon? J'ai pas entendu. Vous le savez quand même qu'on n'a pas le droit de dépasser en agglomération? Oui. Quoi, alors là, c'est une amende à 135 € qui est minorée à 90 € si vous la payez dans les 15 jours.
Et suite à votre paiement, il y aura un retrait de 3 points sur votre permis de conduire. Ce jeune homme est titulaire d'un permis probatoire depuis 1 an. Il n'a donc que 6 points à son actif au lieu des 12 attribués à tout conducteur confirmé. Avec cette seule contravention, il perd la moitié de son capital point. J'en ai pour combien de temps on en récupère? Ah, vous en avez pris pour 2 ans là. Je vais vous laisser faire une signature avec le bout du doigt sur l'écran. Le contrôle reprend. Et quelques minutes plus tard, sous leurs yeux, ce camion commet plusieurs infractions. Il roule à plus de 80 km/h au lieu des 50 autorisés et dépasse même un véhicule. Il dépasse? La réaction de Cédric est immédiate. Là, tu t'arrêtes là. Là. Le conducteur prend un peu de temps avant d'obtempérer. Viens me chercher la voiture. Donc là, on a un poids lourd qui fait un dépassement en agglomération. Vous avez un parking juste au-dessus là, on se retrouve au-dessus. Pris à 30 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire, le conducteur de ce camion risque gros, sans compter le dépassement non autorisé. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Oui. Je vous demande bien vouloir me présenter votre permis de conduire ainsi que la carte grise du véhicule. Le conducteur est livreur et se dit soumis à des cadences infernales. Vous savez comment c'est, les livraisons express, c'est chiant. Oui. On est en retard. Je peux le comprendre, mais ça n'est pas une excuse. Hein. Là, vous avez n'importe qui traverse, là, c'est bingo. Hein. Là, il n'y a plus question de permis. Donc là, vous êtes verbalisé pour la vitesse et pour le dépassement en agglomération. Vous pouvez faire un petit geste, monsieur? Ah non, mais malheureusement... Les livraisons express, c'est chiant. Vous voulez connaître votre solde de points? Vous le connaissez? 8, 7, 6. C'est ça, vous êtes à 8. Enfin, vous étiez à 8. Ouais. Parce que là, vous allez en perdre. Je reviens un instant. Tu peux procéder à un dépistage alco? Ouais. Il écope d'une amende de 270 € et 6 points de retrait sur son permis. Une lourde sanction, mais Cédric se montre inflexible. La signature en plein milieu du texte. Ok, merci. Ici, là. Faites attention parce que c'est pas pour nous, hein, c'est pour vous. Je sais bien. Et pour tous ceux que vous croisez sur la route. Bonne journée à vous, monsieur. Après ce contrôle, Cédric lève le dispositif, car une mission l'attend à la brigade. Avant de partir, il a une pratique un peu étonnante. Il se signale sur une application d'aide à la conduite. Son but ? Faire baisser la vitesse des automobilistes qui verraient la petite icône gendarme. On joue au même jeu que les autres. Hein. Ça permet, comment dire, de faire durer le contrôle. Les gens qui roulent avec ce type d'appareil-là font plus attention parce qu'ils se disent attention, il y a un contrôle radar. Voilà. Alors, on utilise les outils également. La sécurité routière, c'est le cheval de bataille de Cédric. Il se lance même dans des enquêtes d'un nouveau genre. Depuis un mois, il traque un délinquant de la route qui s'est fait connaître en publiant des vidéos sur Internet. Là, dans le cadre de ce dossier-là, il y a une vidéo qui a été signalée par un organisme de surveillance des réseaux sociaux à la plateforme Pharos sur la conduite dangereuse d'une personne. Pharos est une plateforme mise en place en 2009 qui permet aux internautes de signaler aux forces de l'ordre les contenus illicites ou suspects repérés sur Internet. Donc là, c'est toute une série de photos, de vidéos. Donc là, ce sont des circulations, principalement des circulations sur roue arrière qui sont effectuées sur les routes ouvertes de Dordogne. Donc quand on dit route ouverte, c'est-à-dire que tous les citoyens sont appelés à rencontrer ce genre de personnes sur la route là. Donc ça, c'est la vidéo qui a été signalée sur Pharos. On voit juste ce jeune qui dépasse en agglomération un véhicule, qui oblige le véhicule qui arrive en face à freiner pour pouvoir effectuer son dépassement. Alors celle-ci est quand même assez intéressante. Vous voyez ? Hop. Je ne sais pas si vous voyez le compteur. On est à 180. Beaucoup de jeunes, qui commettent ce genre d'infraction-là, ne se contentent pas de les commettre. Ils en font une publicité derrière, histoire d'alimenter un petit peu des comptes style TikTok, Instagram. En gros, plus la vidéo est sensationnelle et plus il y a de vues dessus. Et l'objectif, c'est de faire monter crescendo. Cette escalade est problématique parce que finalement, sous couvert de vouloir récupérer une certaine notoriété, les personnes se mettent en danger et mettent en danger la vie d'autrui. En moins de 3 semaines, les indices trouvés dans les vidéos ont permis à Cédric d'identifier le motard à la conduite dangereuse. C'est un jeune homme de 20 ans, sans histoire, mais ses infractions sont si nombreuses qu'elles relèvent du tribunal. En accord avec le procureur, Cédric l'a convoqué à la gendarmerie.
on ne va pas se mentir, hein, il y aura forcément une sanction pénale derrière. L'objectif, à mon niveau, c'est que s'il n'a pas encore pris conscience du danger que ça représente, le but du jeu pour moi, ça va être de lui faire comprendre ce danger-là. Quand il arrive, le jeune homme semble détendu. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Alors, ce matin, moi, je vous ai fait venir dans le cadre d'infraction police-route, comme je vous ai marqué sur la convocation. Au mois de mai dernier, on a eu un signalement qui nous a été effectué sur Internet concernant votre conduite. D'accord. D'accord ? Vous voyez un peu de quoi je parle ? Oui, oui. Ah. Excès de vitesse, conduite dangereuse, face aux vidéos qu'il a lui-même publiées, le motard ne nie pas les faits. Les rodéos urbains sont sévèrement punis, jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Cédric place maintenant sous scellé les 2 motos du jeune homme. La première reste à la gendarmerie. Elle est belle, hein? Elle est belle. Merci. La deuxième se trouve à son domicile. Sur le trajet, le jeune homme réalise que ces rodéos et leur publication sur Internet risquent de lui coûter cher. J'avais pas forcément envie qu'on en arrive là, mais le fait d'avoir posté ces vidéos entraîne ce genre de choses. Vous regrettez? Ça dépend de la décision. Ouais, Alors, oui, je je vais le regretter. Arrivé chez le jeune motard, au domicile des parents. Les gendarmes saisissent aussitôt la seconde moto. En tout, ce sont plus de 15 000 € de matériel confisqué. C'est le magistrat qui décidera si les 2 bolides peuvent être ou pas restitués. Une sentence qui pour Cédric est malheureusement souvent nécessaire. Il est conscient de ce qu'il a fait, mais même le jour où il les a commises, les infractions, il le savait. Hein. L'objectif, c'est qu'il comprenne à un point que ça lui donne envie de ne plus recommencer. Il a l'objectif. Hein. J'espère que ça peut être un coup d'arrêt, j'espère. Avant même le procès, le magistrat a confirmé la saisie judiciaire des 2 engins. Le jeune homme encourt une suspension de permis, assortie à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et une amende de 15 000 €. Mais sur leur secteur, les gendarmes de Bergerac font face à un autre fléau au bord des routes, le trafic de stupéfiants. Car malgré leurs efforts, la départementale 936 qui rejoint Bordeaux à Bergerac est l'une des routes les plus empruntées par les trafiquants de la région. Passage de la drogue venant de l'Espagne vers le nord de la France, elle est sous haute surveillance. Alors, quand Loïc, 34 ans, un des gendarmes du PSIG, prend son service pour sa ronde de nuit, il sait que ce secteur sera son objectif prioritaire. Lourdement armés, ces hommes sont en première ligne. C'est mon gilet pare-balles, d'accord, avec une housse tactique qui me permet d'avoir tout mon matériel sur moi, directement. C'est le premier domaine d'intervention de la gendarmerie. Hein. On est au même titre que les personnels de brigade, mais avec, on va dire, un niveau d'intervention de supérieur. Donc on sera équipé différemment. C'est sûr qu'il y a un risque supplémentaire que j'accepte et voilà, je fais avec. Gendarme depuis 15 ans, Loïc a d'abord été brigadier. Avant d'intégrer les unités d'intervention, il connaît parfaitement les risques du métier. C'est mon bureau, voilà. Donc avec le souvenir de mes camarades que j'oublierai pas, bien sûr. C'est des camarades que j'ai perdus quand j'étais jeune gendarme, voilà, dans une brigade dans le Var. Un événement qui le pousse à redoubler de vigilance en intervention. Ça fait une partie des choses qui pour moi est importante, quoi. C'est tous les jours, le but, c'est que chacun revienne tous les soirs à son domicile en vie, quoi. Ce soir, Loïc et les autres hommes du PSIG vont patrouiller le long de la D936. Notre mission de ce soir, c'est d'effectuer une présence dissuasive sur le secteur, soit par des postes de contrôle, soit par des patrouilles. On est là pour renforcer les unités et essayer de trouver tout ce qui est délit flagrant et tout ça. C'est pour ça que nous, on est un véhicule banalisé et que on est plus discret que les personnels de brigade, donc plus à même de trouver ce genre de délit, quoi. Près de Port-Sainte-Foy, l'un des villages étapes pour les trafiquants venant de Bordeaux, Loïc repère un groupe de jeunes qui n'a rien à faire là. Il décide de les contrôler. Bonsoir. Gendarmerie. Vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez du produit stupéfiant sur vous?
Non. Non. Je vous demandais de sortir tout ce que vous avez dans les poches, de les poser à côté de vous. Mais tout à coup, l'un d'entre eux prend la fuite. Arrête-toi, Loïc et son collègue partent immédiatement à sa poursuite. Au sol, je t'ai dit. Bouge pas. Et le rattrape 200 mètres plus loin. C'est quoi le problème là? Pourquoi t'es parti? Je t'écoute. Ok, individu menotté. T'as quelque chose sur toi? Il fouille aussitôt le jeune homme. T'as quelque chose sur toi ou pas? Non. Ok. Bien. Et découvre une poche en plastique remplie d'herbe. Y'a d'autres choses ou pas? On va tout trouver, grand, donc... T'as quelque chose de dangereux ou pas? Rien. T'as quel âge? 18 ans. 18 ans. Ouais. Loïc poursuit la fouille pour s'assurer que le jeune homme ne cache pas une arme ou d'autres produits. Tiens, attends. Y'a du stup là encore. T'en as d'autres ou pas? Non. Non, mais. On va tout faire, hein, donc... T'es en train de me dire non? Et il y en avait encore là. Le jeune homme affirme que cette drogue ne lui appartient pas. Il refuse de donner des explications. T'as combien de produits là sur toi là? C'est pas moi. C'est pas à toi, c'est à qui? Je me dirai pas, je peux pas. C'est pas à toi? T'es déjà connu pour du stup ou pas? J'ai jamais fait de bêtises par la police, connu n'importe quoi. Ça y est. Bah ça y est, c'est le grand soir. Il va falloir que tu discutes un peu. Allez. Placé en garde à vue, il est conduit à la brigade la plus proche. Sa fuite et la quantité de produits retrouvés sur lui laissent penser qu'il est impliqué dans un trafic de stupéfiants. Allez, je vais essayer là. C'est plus de la revente avec des petits jeunes qui sont chargés de revendre le produit. Après, bien sûr, ils vont pas balancer les trafiquants, mais voilà, quoi. Malheureusement, c'est un petit fléau quoi, qui fait que les jeunes sont embrigués là-dedans et puis voilà. Avant de partir, les gendarmes fouillent les autres jeunes. Allez, ouvre la veste. Mais aucun n'a de drogue sur lui. Ils peuvent rentrer chez eux. Delta 230 de Psych Bergerac. On se transporte à la brigade de Véline. Suite à un contrôle où une personne a essayé de fuir et est découvert avec du produit stupéfiant sur lui. Ouais, je récupère juste toute sa sacoche là. Vous l'emmenez dans la cellule faire la fouille? Arrivé à la brigade, le jeune homme est de nouveau fouillé et Loïc fait l'inventaire de tous les produits retrouvés sur lui. Ce que je sors de votre sac. Tout ça, ça vous appartient? Oui. Vous l'avez trouvé sur moi. Bah ouais, c'était sur vous. Au moment où Loïc sort la drogue, le suspect continue de nier. On voit bien, voilà. De toute façon, c'est tout mis dans des poches prêts à vendre. Il y en a pour combien là? Vous qui faites la vente? Moi, je sais pas. Vous le vendez combien, le sachet? Moi, je le vends pas, chef. Vous le vendez pas? Bah ouais. Bah il vend pas. Voilà. On approche les 50 grammes. D'une valeur de 600 €, le cannabis retrouvé sur lui est mis sous scellé avant d'être détruit. Suite à son audition, il sera présenté devant un juge. En raison d'un casier vierge de toute infraction, il est condamné à suivre à ses frais un stage de sensibilisation au danger du cannabis. Coût du stage, 250 €. Il est maintenant 5 h du matin. Les routes et les villes de Dordogne semblent enfin calmes. Mais à quelques centaines de kilomètres de là, la frontière franco-espagnole, une zone particulièrement surveillée. Ici, 95% du transport de marchandises se fait par voie terrestre. C'est plus d'1,2 milliard de tonnes de fret transportées par camion et une grande part en direction de la France et du reste de l'Europe. Si parmi les produits transportés par la route, on trouve des tomates ou encore des oranges, d'autres marchandises complètement illégales, notamment des produits stupéfiants, tentent également de franchir la frontière par voie terrestre. Et c'est le travail de la Guardia Civile de tout faire pour intercepter ces chargements. Nous retrouvons leurs équipes au dernier péage espagnol avant la France pour une nuit qui s'annonce chargée. La Guardia Civile doit être constamment sur le qui-vive. Chaque contrôle peut révéler des surprises et s'avérer dangereux. Certains conducteurs sont sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. D'autres tentent de passer la frontière en transportant de la drogue ou de grandes quantités d'argent liquide non déclaré que ces Français souhaitent dissimuler au fisc.
On voit même passer des voitures chargées de cigarettes de contrebande dissimulées dans la carrosserie. À la Jonquera, la frontière fournit un bon aperçu des infractions au code pénal. Il est 1h du matin, la nuit est bien avancée et c'est à nouveau un véhicule français qui attire l'attention de la Guardia. Ça sent? Ouais, ça sent. Il vient de Figueres. Je n'ai pas compris à qui était la voiture. Il décide de l'arrêter un peu plus loin pour un contrôle plus poussé. J'ai vu un bulldog. C'en est un? Il est gentil? Il est mort? Non? Ok. Tu vois quelque chose derrière? Non, je vois rien. Mais ça sent. Hein. Ouais, ça sent. Ouais, ça sent. Ça sent la marijuana. Le gendarme décide d'interroger le conducteur. Dans la voiture? Non, sur bord? Non? Il n'y a pas de souci. Vous fumez hashish, marijuana? J'ai fumé, oui, mais il n'y a rien. Porte pas rien? Dans la voiture? Rien. C'est pas normal que ça sente comme ça, s'il a fumé. Il y a une odeur de marijuana qui sort de l'aération. Les gendarmes pensent avoir trouvé quelque chose. Ça a été démonté, ça. Ça empeste, là. Et leur insistance va payer. Oui. Regarde. Marijuana. Ça, c'est pour sa consommation personnelle, ça. S'il n'a rien à déclarer, demande-lui alors qu'est-ce que c'est que ça. C'était dans ta voiture, ça. On t'a demandé si t'avais quelque chose à déclarer. Et t'as dit non. Toi, tu m'as dit que tu ne transportais pas de marijuana. Non, je l'ai pas. Toi, tu m'as dit que tu n'en avais pas. Et qu'est-ce qu'on trouve? De la marijuana. Ça veut dire que tu m'as menti. Mis devant les faits, l'homme accepte de coopérer. Moi, je suis un fumeur. Je suis parti emmener mon chien faire une saillie en Espagne, à Figueres. Et je suis descendu avec la bœuf, tu vois, parce que je fume. Mais je l'ai descendu de Hollande quand même, pour qu'ils arrivent jusqu'en Espagne. C'est-à-dire que les Espagnols, ils sont plus forts que les Hollandais. Qu'est-ce qui se passe en France si on se fait attraper avec ça? En général, garde à vue, moi je me suis déjà fait juger pour 2-3 grammes. Garde à vue, 24 heures, jugé, tout ça, c'est chiant. Ce Français arrêté avec 11 grammes de cannabis s'en tire finalement avec une simple sanction administrative. Si en Espagne, le cannabis n'est pas dépénalisé, la législation y est beaucoup plus permissive qu'en France. La consommation personnelle dans la sphère privée y est de fait tolérée. C'est ce qui pousse nombre de Français et d'Européens à venir ici. Et ce soir, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Au flot de voitures s'ajoutent les bus des grandes compagnies européennes qui relient les différentes capitales. Et c'est avec des chiens de détection que se font les contrôles. Seul moyen de passer au peigne fin des dizaines de valises. Une infime quantité de drogue suffirait à le faire réagir. Soudain, le chien s'excite et gratte l'une d'entre elles. C'est le signal, ils ont trouvé quelque chose. Ok, il faut maintenant qu'on recherche le propriétaire du bagage. La chance joue pour eux, le nom du passager est inscrit sur la valise. L'homme est immédiatement identifié et dans sa poche, un ticket. Irréfutable, celui-ci correspond au bagage. À l'intérieur, des dizaines de sacs plastiques remplis d'herbes de cannabis. Marijuana. Bon, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Tournez-vous, main derrière le dos. L'homme ne parle pas espagnol. C'est le chauffeur du bus qui va traduire. Votre valise, le contenu c'est pénalisé pour les saletés. Dice que no es su maleta. Il nie les faits, mais difficile de lui laisser le bénéfice du doute. L'équipe de la Guardia Civile a l'habitude. Dernièrement, depuis quelques mois, beaucoup de trafiquants essaient de faire passer la drogue en bus.
Allez, on y va. Il est 2 h du matin. Nous prenons la direction du quartier général de la brigade. Le suspect est de nationalité suisse, il est francophone, la trentaine. Le visage fermé, silencieux, il ne semble pas encore réaliser ce qui lui arrive, mais le policier ne tarde pas à l'emmener aux toilettes pour une fouille plus poussée. En attendant, le reste de la brigade va inspecter ses effets personnels et peser la drogue. Dans la valise, des centaines de pochettes plastifiées. Ces pochettes plastiques que vous voyez là servent à couper la drogue en plus petite quantité. Cela permet aux trafiquants de la revendre plus facilement sous forme de petites doses. L'homme avait donc dans l'intention de revendre 1,5 kg d'herbe de cannabis. C'est pas mal, mais d'habitude, les trafiquants transportent des quantités plus importantes. En France, pour une telle infraction, ce jeune Suisse encourt une peine allant jusqu'à 10 ans de prison ferme, accompagnée d'une amende de 7,5 millions d'euros. En l'absence de son avocate, le suspect choisit de ne pas répondre aux questions de la Guardia Civile. Il a néanmoins le droit de passer un coup de téléphone et c'est sa femme qu'il choisit d'appeler. Ouais, ça va. J'ai juste un tout petit souci. Je suis à la police en Espagne. Donc, s'il te plaît, voilà, c'est déjà assez difficile pour moi. Je n'ai pas attendu ce problème, mais j'avais envie de te parler parce que je ne savais pas si on va se revoir maintenant du coup. Je suis content d'avoir pu entendre ta voix et c'est gentil d'avoir décroché. Et puis, je t'aime. Voilà. Bon, alors bisous, salam alaikum. Je t'aime. Ciao. Les larmes du jeune homme laissent penser qu'il commence à comprendre la gravité de la situation. Il passera la nuit en cellule, en attendant l'arrivée le lendemain matin de son avocat commis d'office. Nous retournons dans la matinée au QG de la brigade. Et avant l'audition du prévenu, un des officiers de la Guardia accepte de nous ouvrir l'une des pièces où il teste la drogue. Viens avec moi. Je vais te montrer une partie de la drogue que l'on a saisie ces dernières semaines. Dans cette valise, il y a à peu près 61 kilos de hashish. En tout cas, la moitié. Le reste est dans une autre valise au dépôt derrière. La drogue que je vais te montrer était dans le double fond d'un coffre de voiture. Et ce n'est que la moitié de ce qu'on a saisi ce jour-là. Ce sont des savonnettes d'environ 100 grammes de résine de cannabis. Plutôt pure. Ça se voit à sa teinte un peu jaune. Ça sent fort, hein? Oui, plutôt. En général, le hashish et la marijuana, ça sent assez fort. Ça, c'est de l'herbe sous vide et pressée. Ça, c'est les olives. C'est ce qu'on appelle des olives de hashish. Cette drogue vient du sud de l'Espagne ou du Maroc. Tu sais, tout ça, ici c'est normal. On est à un passage frontalier, on peut dire que c'est la porte de l'Europe. C'est une zone stratégique pour les narcotrafiquants. C'est pour ça que beaucoup de drogue passe par là. Et ce qu'on attrape n'est qu'une petite partie de tout ce qui transite par cette frontière. Il n'y a pas vraiment de profil type. Tous ceux qui passent la frontière peuvent potentiellement passer de la drogue. On a arrêté des médecins qui transportaient de grandes quantités, tout comme des SDF qui n'avaient certainement pas les moyens d'acheter de la drogue. Il n'y a pas de profil marqué. On ne sait jamais ce que l'on va trouver en ouvrant un coffre, de la drogue, des armes ou d'autres choses interdites par la loi. Ce qui est certain, c'est que 90% des gens qu'on arrête en infraction sont des Français.
Pour une fois, ce n'est pas un Français qui attend à l'étage l'arrivée de son avocate. Et ce matin, le jeune Helvète semble avoir retrouvé un peu de contenance. Donc c'est-à-dire que je peux me taire, je dois me taire, c'est mon conseil. Mon conseil, c'est parler que devant le juge. Oui. L'homme choisit de ne pas déposer devant l'officier de la Guardia Civile. Il va donc s'entretenir avec son avocate en présence d'un traducteur avant d'être directement déféré devant un juge. Le juge va décider de comparer le ministère public si on va rester dans la pression de vigilance ou c'est bibliothèque Le fait de refuser de témoigner peut être considéré comme une circonstance aggravante. En Espagne, le prévenu risque jusqu'à 4 ans et demi de prison ferme, une peine 2 fois moins lourde qu'en France. Au sortir de l'entretien avec son avocate, les larmes de la veille ont laissé place à une forme de soulagement. En Espagne, où la consommation de cannabis dans la sphère privée est autorisée, les peines de prison sont rarement appliquées pour une première arrestation. Si tout va bien, je suis libre bientôt, je vais juste aller au tribunal, je vais juste ressortir avec une amende et je serai convoqué plus tard en Espagne pour cette affaire. Ce qui est dramatique là-dedans, c'est la femme de ma fille, quoi, que je vois pas. Je laisse... Le cas de ce Suisse n'a rien d'exceptionnel. Ici, près de la frontière où les arrestations et les saisies de drogue sont quotidiennes. Les chiffres de l'année 2018 pour cette seule brigade de gendarmerie sont éloquents. Au total, ils ont saisi plus de 3500 kg d'herbe et de résine de cannabis ainsi que 11 kg de cocaïne pour une valeur globale de plus de 5 millions d'euros. Des quantités impressionnantes, mais qui ne représentent qu'une petite partie de la drogue qui transite chaque année par ici. La frontière franco-espagnole porte bien son nom de plaque tournante de la drogue. Mais un autre phénomène préoccupe fortement les pouvoirs publics. Depuis moins d'une dizaine d'années, le carjacking se répand en France. Sur les 200 000 voitures volées chaque année, de plus en plus le sont suite à des violences sur les conducteurs. Des agressions souvent menées au moyen d'armes à feu pour menacer les personnes. Des événements très traumatisants pour les victimes. Au 4e étage de l'hôtel de police de Grenoble, Emmanuel Munier est le capitaine du GEC. Cela fait 2 ans qu'il est à la tête du service. Ce jour-là, il reçoit une femme accompagnée de son mari. Elle est en état de choc. Asseyez-vous 2 minutes, je vais appeler tout de suite l'hôpital pour vous trouver un rendez-vous. Emmanuel contacte un hôpital pour qu'elle obtienne un rendez-vous avec un psychologue. On vous a envoyé une réquisition pour une dame qui a été victime d'un carjacking hier soir. Et puis elle a été très choquée par l'agression, donc ce serait pas mal. Cet après-midi, ce serait possible à 14h30 ? Oui, c'est très bien. 14h30 cet après-midi. Allons-y. Yann ? Si cette femme est aussi choquée, c'est parce qu'elle a été victime d'un carjacking, un vol de voiture particulièrement violent. Emmanuel accompagne la victime dans les sous-sols du commissariat. Les policiers ont retrouvé sa voiture dans les minutes qui ont suivi le vol. Pensant être poursuivis par la police, les 2 braqueurs ont abandonné le véhicule, avec à l'intérieur... Alors, écartez-vous, je vais sortir le fusil. Vous la reconnaissez, la carabine, ou pas ? Oui ? D'accord, ok. Ça marche, merci. Les 2 gars ont surgi donc à l'arrière du véhicule pour me tirer les clés absolument. Donc j'avais les clés sur le doigt, etc. Et j'ai accroché. Son collègue lui dit « braque-la, braque-la ». Vous braque comment ? Et il me braque, donc à main levée, comme ceci, dirigée contre mon visage. Parce qu'elle résiste face aux braqueurs, les 2 hommes deviennent de plus en plus violents. Il me projette contre le rétroviseur. Donc le rétroviseur droit, donc là je reçois un grand coup très très mal et ensuite comme ça ne suffisait pas, il me projette par terre, je me trouve allongé donc avec la tête derrière la roue arrière, donc j'ai le réflexe, je me mets un petit peu en retrait et donc eux on fait une marche arrière
voilà, sur les chapeaux de roue et ils sont partis. Dans leur fuite, les braqueurs manquent d'écraser la femme à terre. Moins de 24 heures après les faits, elle a beaucoup de mal à se remettre de son agression. Mais grâce à sa voiture, les policiers ont bon espoir de retrouver les malfaiteurs. On essaye de chercher des objets qui appartiendraient pas à la victime, mais plutôt aux agresseurs. Parce qu'après, ça nous permet de les envoyer au laboratoire de police technique. Ah, effectivement, c'est bien le vôtre. Il y a des CD, tout ça, ça vous appartient. Un cheveu, une goutte de salive, de transpiration, la plus petite trace d'ADN peut permettre d'identifier les voleurs. La voiture est passée au peigne fin par les experts de l'identité judiciaire. Emmanuel en est convaincu, ce sont des délinquants déjà connus des services de police. Ils font leur métier. Donc leur métier, c'est de trouver une voiture et puis ensuite, éventuellement, de s'en servir, soit pour la revendre, soit pour commettre un autre délit ou un autre crime. Pour ce genre d'affaires, on va dire que 95% des cas sont effectivement des récidivistes. Tous les prélèvements seront envoyés au laboratoire dans l'espoir de trouver des profils enregistrés au sein du fichier national des empreintes génétiques. La base de données qui référence les délinquants et criminels déjà condamnés par la justice. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Emmanuel dans les bureaux de la criminelle. Il reçoit un appel de l'INPS, l'Institut national de la police scientifique, qui lui livre les résultats des analyses. Oh, c'est bon ça. D'accord. C'est super. Non, mais c'est parce qu'on le connaît, si vous voulez, on le cherche depuis 1 an et demi, donc voilà. Impeccable. Vous avez quoi comme nouvelles là? Là, on a d'excellentes nouvelles, dans le sens où on avait 2 profils qui avaient été mis en évidence par le labo à la suite des constatations qui avaient été faites dans le véhicule. Et donc ces 2 profils, c'était H1 et H2. Donc H1, c'est un gars qu'on cherche depuis 1 an et demi pour tentative de meurtre. Donc on ne savait pas trop s'il était encore dans le coin, manifestement. Eh bien, il est bien revenu. Et puis le deuxième, je ne connais pas. C'est un mec du coin, je pense, on va vérifier. Impliqué dans un règlement de compte à l'arme blanche, le premier individu est déjà recherché pour tentative de meurtre. Son complice n'a quant à lui jamais été mêlé à une affaire criminelle, mais à seulement 19 ans, c'est un délinquant multirécidiviste déjà connu pour une vingtaine de faits. Des destructions, vol roulotte, vol d'accessoires auto, recel, ROIP, violence, outrage, port d'armes. Ça vous surprend qu'il passe au braquage? Non, pas particulièrement, parce qu'il est déjà bien connu de nos services, donc au bout d'un moment, il faut bien passer à l'étape supérieure, soit s'arrêter complètement. Donc manifestement, lui, il passe à l'étape supérieure. Les policiers du GEC n'ont que quelques jours pour localiser le jeune agresseur et surtout son complice, en cavale depuis plus d'1 an. Et quelques jours plus tard, à 5 h du matin, Emmanuel a prévu d'interpeller les 2 suspects en même temps. Pour le premier homme recherché pour tentative de meurtre et en cavale depuis plus d'1 an, Emmanuel confie son arrestation au GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. Le suspect, potentiellement armé, se cacherait actuellement dans cet immeuble, chez sa mère. De son côté, Emmanuel part appréhender son complice présumé dans un quartier voisin. Allez, c'est parti. Équipés d'un bélier et d'un pied de biche, les policiers du GEC investissent discrètement la cage d'escalier. L'individu de 19 ans vit aussi chez sa mère. L'intervention du GEC est ultra rapide pour éviter que le suspect puisse s'enfuir. Tu bouges pas, tu bouges pas. Ouais, pince-le. En quelques secondes, il est menotté. Il était en train de dormir dans sa chambre. C'est toi? Ok, parfait. Bon, t'es en garde à vue pour vol avec arme. Ok? Donc là, il est 6 h. Je vais te notifier tes droits et après, on va revenir au service et puis on va te poser des questions. Ok? Bon. Le suspect ne semble pas étonné par son arrestation. Il est emmené au commissariat. Ce qui préoccupe maintenant Emmanuel, c'est l'autre individu, le plus dangereux.
Il ne sait pas encore si le GIPN a pu l'arrêter. Il retourne sur place en espérant qu'il se trouvait bien chez sa mère cette nuit-là. À son arrivée, un policier du GIPN lui annonce la bonne nouvelle. Alors? Bonjour. Bonjour. Il était là ou pas? Oui. Ah, c'est magnifique. A priori, ils ont eu l'objectif. Et si c'est réellement le cas, on va vérifier. C'est inespéré. C'est inespéré parce que ça fait 1 an et demi qu'il est en cavale. Et ça prouve que on s'est bien débrouillé. Une super affaire pour vous. Ouais, je suis super content. T'es à quel étage? Tu me laisses la porte ouverte, j'arrive. Emmanuel va formellement l'identifier. Il redescend avec lui quelques instants plus tard. Malgré une apparence juvénile, c'est bien l'homme dangereux qu'il recherchait. Au commissariat, le jeune homme doit maintenant s'expliquer sur le violent carjacking. Emmanuel lui montre d'abord des photos de la voiture volée. Tu me dis si t'as déjà vu cette voiture. C'est une vieille Audi, ça. C'est pas belle, hein. Même, je sais. On a déjà vu des comme ça sur Grenoble, mais... Le suspect fait mine de ne pas comprendre et répond habilement aux questions du policier. Je montre le fusil qui a été utilisé pour voler cette voiture. Tu me dis si tu l'as déjà vu, s'il te plaît. Ouais, j'ai déjà vu le fusil par contre. J'ai déjà vu, ouais. C'est-à-dire? À quelle occasion? C'était le mien, je me le suis volé. Comment? Il était à moi, il m'appartenait. Le jeune homme prétend ne plus être en possession de cette arme. Mais Emmanuel a des preuves infaillibles. Sur le chargeur, ok, placé sous série numéro 2, sur le fusil aussi, et sur l'assise du siège passager avant. D'accord? Ok. Donc, c'est bien le même ADN qui est sur les 3. Et après, j'ai un autre rapport qui dit que H1, c'est bien toi. Voilà. Ah, mais il n'y a pas d'embrouille, hein, de toute façon. Je veux dire, si on se permet de venir chez toi, de défoncer la porte et tout, c'est qu'il n'y a pas de souci, on sait exactement ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu maintiens ce que tu dis, c'est bizarre, je comprends pas, ou est-ce que tu racontes? Et le problème, c'est que derrière, il y a une dame, quoi. Donc, la dame, c'est bien au bout d'un moment de dire qui lui a fait quoi. Si tu voulais vraiment lui faire du mal... Pourquoi? Je vous explique 2 secondes. Allez, vas-y. Mon collègue, il lui a pris les clés dans les mains, il est monté côté conducteur. Moi, je suis monté côté passager, il est venu, je l'ai poussé par la tête 1 ou 2 fois, il est tombé par terre. On a fait marche arrière, on est parti, on a dit rien. Il n'y a plus rien à dire. C'est carré, c'est exactement ça. En quelques secondes, le suspect passe aux aveux. Mais le plus étonnant, c'est la façon dont il justifie son acte. Manque d'argent, manque de prix, manque tout. Vous voyez bien, on voulait flamber avec la voiture. Pour rien, au final, regardez. Je vais faire 2 ans pour cette affaire. Voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Ça vous fait peur, la prison? Non. Pourquoi? Je suis déjà allé une fois et même, c'est cool, c'est pas la mort. Hein. C'est pas mourir, hein. Présenté devant un juge pour vol de véhicule avec violence et menace par arme à feu, il écopera de 3 ans de prison, dont 2 fermes. Son complice, le conducteur de la voiture, sera lui aussi incarcéré. Malgré les efforts des policiers, le phénomène du carjacking ne cesse pourtant de prendre de l'ampleur. Parmi les 200 voitures volées chaque jour en France, 4 d'entre elles le seraient aujourd'hui au moyen de cette méthode très violente.